Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Avant de plonger dans cet épisode, je tenais à vous partager l'un des avis laissés par une auditrice sur Apple Podcast. Il s'agit d'Emmanuel. J'adore! Excellent podcast mené par une main de maître. Bravo Camille pour la qualité des informations partagées et pour la richesse des témoignages des intervenants. Merci infiniment Emmanuel pour ce superbe avis qui me va droit au cœur. Sachez que vos retours me touchent énormément et m'aident à faire grandir le podcast. Si vous aussi, vous appréciez ce que vous entendez, alors s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de découvrir les bienfaits de la naturopathie. Merci infiniment. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. En cette période de rentrée scolaire où les enfants ont repris le chemin de l'école et les parents se remettent dans le bain du rythme de l'école et des devoirs, j'avais envie d'aborder un sujet dont on parle de plus en plus, le TDAH. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le TDAH c'est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, notamment concernant les enfants, même si le TDAH concerne également des adultes. C'est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par l'association de 3 symptômes d'intensité propres à chacun. Le premier, c'est le déficit de l'attention, qui va se caractériser par une incapacité à maintenir son attention ou à terminer une tâche, ou encore des oublis fréquents. Le deuxième, c'est une hyperactivité motrice avec une agitation incessante, une incapacité à rester en place. Et le troisième symptôme, c'est de l'impulsivité. Ça sera une difficulté à attendre, une tendance à interrompre les autres ou à beaucoup couper la parole. On parlera du TDAH lorsque ces symptômes apparaissent au cours de l'enfance et ce avant 12 ans. Lorsqu'ils présentent également un caractère persistant, c'est-à-dire pendant plus de 6 mois, et enfin quand ils retentissent sur les apprentissages scolaires, les relations sociales, la qualité de vie et vont constituer un véritable handicap pour l'enfant. Donc tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez retrouver sur le site de la Sécurité sociale, amélie.fr. Alors bien sûr, l'inattention, l'hyperactivité et l'agitation sont des manifestations temporaires et d'ailleurs ne sont-elles pas le propre de l'enfance. Face à un enfant qui va être tête en l'air, qui ne tient pas en place, qui aura du mal à rester assis sur sa chaise en classe, un enfant qui est distrait, à qui l'on répète sans cesse les mêmes choses, ou encore un enfant qui sera en proie à ses émotions, à quel moment doit-on se poser la question du TDA face à ce comportement ? Qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille et quand consulter ? Car seul un médecin spécialiste peut poser le diagnostic du TDA. Il faut savoir que ça concerne 5,9% des moins de 18 ans et 2,8% des adultes, avec quand même une légère prédominance chez les garçons. Et dans plus de la moitié des cas, ces troubles persisteront à l'âge adulte. Aussi, il est donc important de le prendre en considération, que le diagnostic ait été posé ou que le comportement de votre enfant laisse à penser qu'il souffrirait de ce trouble. Quoi qu'il en soit, la naturopathie peut toujours apporter une aide en la matière. Et pour nous éclairer sur la question, je reçois aujourd'hui Claudia Vigier,
naturopathe et qui travaille également dans le laboratoire Parinat. Bonjour Claudia. Bonjour Camille, merci de m'avoir invitée. Merci pour ta présence. Je suis ravie que tu puisses être présente sur le podcast. Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter ? On a vu que le TDA regroupe vraiment 3 manifestations caractéristiques, l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Est-ce que tu aimerais préciser cette définition ? Oui, non, tu as très bien parlé de ça. Sur l'inattention, il faut rajouter peut-être la mauvaise gestion du temps. Alors voilà, il faut, on en a parlé tout à l'heure, faut peut-être changer un peu les horloges à la maison pour tromper un peu son enfant ou son ado TDAH, parce que même il se rend toujours en retard en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment surveiller et le savoir. Donc parfois il faut mentir, il faut dire voilà on part dans une demi-heure, mais en fait on part dans 1 heure seulement. Ouais, ce sont des petites astuces. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est fréquent et ça se répète tout le temps. Il n'y a pas d'apprentissage de cette erreur-là de ne pas surveiller le temps. Il y a des petites astuces qu'on peut apprendre avec le temps, mais ça c'est vraiment quelque chose qui peut soutenir un diagnostic ou le fait d'aller voir un spécialiste pour se faire diagnostiquer. Après, au niveau de l'impulsivité, c'est cette agitation et puis agir sans réfléchir. Ça aussi, ça peut mettre la puce à l'oreille. Vraiment, on ne réfléchit pas avant de parler, avant d'agir, et puis après on regrette souvent parce que cette impulsivité est quand même pas très bien vue dans notre vie sociale. Voilà, donc après, tu as très bien expliqué. Il faut faire une différence dans l'hyperactivité sur les garçons et les filles. Les filles sont beaucoup moins hyperactives physiquement. Et verbalement aussi. Mais généralement, ce que j'appelle la diarrhée verbale, chez les filles, ça va arriver ponctuellement. Mais cette hyperactivité physique, c'est plutôt les garçons. Donc, il faut faire attention à nos filles parce que souvent, elles sont mal diagnostiquées à cause de ça ou mal, en fait, interprétées. Oui, ou diagnostiquées plus tard, non ? Oui, aussi. Oui. C'est ce que j'avais entendu, oui. Est-ce qu'on connaît un petit peu quand même l'origine de ce trouble ? Oui. Alors, l'origine, il y a 3 facteurs. Il y a le facteur génétique. Et moi-même, j'étais étonnée de voir à quelle hauteur. C'est à hauteur de 70 à 75% au niveau génétique. Donc, c'est autant que la couleur des yeux ou la couleur des cheveux. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage, grand-mère, grand-père, parents, qui ont eu déjà des caractéristiques du TDAH, ils ont certainement su compenser. Parce qu'à l'époque, c'était plus facile aussi qu'aujourd'hui avec la vie moderne de compenser et de cacher en quelque sorte ou de s'adapter à la vie qu'aujourd'hui. Donc, le facteur génétique est à regarder. Si vous avez un enfant qui est hyperactif, regardez un peu comment étaient les parents et grands-parents, essayez de leur parler. Ils ont isolé en fait 7 gènes qui sont responsables et ils sont encore en train de faire des études là-dessus. Après, il y a les facteurs biochimiques. Donc là, on est sur ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Impliqués sont 3 majeurs, c'est la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. C'est ces 3 facteurs qui vont influencer en fait certaines, on va dire, comportements. Donc la dopamine, quand on a assez de dopamine, on va avoir une motivation pour se lever le matin. La motivation va rester égale toute la journée. On va prendre des initiatives et on va être créatif aussi. S'il y a un manque de dopamine, ce qui est le cas dans le TDAH souvent, on a des difficultés à se concentrer, une perte de motivation ponctuelle ou sur la durée et aussi une perte de plaisir parce qu'il y a un manque de motivation. Après, il y a la sérotonine. Alors la sérotonine, elle régule notre humeur, notre émotivité, elle va freiner des pulsions d'impulsivité, d'agressivité. Donc, on peut comprendre si y a un manque de sérotonine sur un TDAH, bon, ça va aggraver son cas. Et puis, tout ce qui est de l'appétit, gestion de la douleur aussi, et ça aussi notre sexualité. Donc, quand il y a un manque de sérotonine, en général, on a une agressivité, irritabilité, des troubles du sommeil surtout, et la compulsivité, surtout alimentaire, c'est-à-dire la boulimie, par exemple. Et puis, en 3e, on a la noradrénaline qui est perturbée, c'est-à-dire le neurotransmetteur qui va moduler notre attention, qui va nous aider à apprendre, qui va faciliter aussi la réponse aux signaux de récompense.
Ça, c'est un facteur très important dans le TDAH, la récompense. Des gens, je dis pas normaux, parce qu'on me reprend toujours quand je dis ça, moi, on est tous normaux. Les gens qui ont TDAH, ou qui sont sur le spectre, on peut dire aussi maintenant, c'est le nouveau terme, ne peuvent pas s'auto-motiver sur quelque chose, même si dans le passé, ils ont eu une récompense. C'est-à-dire, un exemple, un enfant qui va se lever à l'heure, qui va pouvoir prendre son petit-déj et qui passe une meilleure journée parce qu'il a pu prendre le temps de prendre son petit-déj, et la maman était beaucoup plus calme aussi, beaucoup plus heureuse, etc. Donc, que des points positifs grâce à cette expérience que, pour une fois, l'enfant était à l'heure. Eh ben, le TDAH ne va pas se souvenir consciemment ni inconsciemment de cette récompense, d'un comportement positif et les suites. Voilà, donc on va recommencer le lendemain et on va dire à l'enfant, oui, mais t'as vu hier, c'était génial parce que tu t'es levé plus tôt, tout a marché bien, t'étais pas stressé. Ah oui, c'est vrai, oui, intellectuellement, l'enfant comprend, mais ça ne va pas être intégré dans l'inconscient s'il y a un manque de noradrénaline. Voilà, donc il faut faire attention à ce neurotransmetteur. Voilà. Donc, et après, il y a des facteurs au niveau de l'environnement. Donc, ça, c'est par exemple un stress de la maman pendant la grossesse. La grossesse, quand même, ça joue un grand rôle. Hein. C'est 20% du TDAH, c'est vraiment dû à la grossesse qui s'est mal passée à un moment ou à un autre. Il y a aussi la prise de paracétamol pendant la grossesse, point très important. Car la femme enceinte, si elle a une migraine, elle peut prendre que du paracétamol. Mais il faudrait éviter parce que ça peut engendrer des problèmes plus tard pour l'enfant. Il y a la question du microbiote de la maman qui va aussi influencer le microbiote, bien sûr, de l'enfant. Le microbiote joue un grand rôle. La prématurité, un poids faible à la naissance, un manque d'oxygène avant la naissance et pendant et après. Et puis des carences comme bien sûr la B9 et de l'iode aussi pendant la grossesse. Après, d'autres facteurs de l'environnement, il y a des gens ils parlent de certains médicaments bien sûr, des toxines qui sont dans l'environnement, mais ils n'ont pas encore vraiment trouvé lesquelles. Mais je crois que c'est un cocktail de tout ce qu'on peut ingérer si on vit normalement. Voilà, donc tous ces facteurs-là vont influencer au niveau de l'environnement. Il y a un trauma crânien aussi sur un bébé qui peut engendrer un TDAH. J'avais oublié ça. Voilà, donc tous ces facteurs-là peuvent créer un TDAH chez un enfant. Mais n'oublions pas la génétique, qui est quand même en premier lieu. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de facteurs. Alors, tu parles de la génétique, tu dis que c'est prédominant. Mais en même temps, moi, je me posais la question aujourd'hui si on n'assistait pas à une période un peu de surdiagnostic. Mais alors, si la génétique serait le facteur prédominant, pourquoi aujourd'hui on en parle beaucoup plus, ou il semblerait qu'aujourd'hui il y ait beaucoup plus d'enfants qui soient atteints de ce trouble? Oui. Alors, on met souvent la faute sur les téléphones, par exemple. Les jeunes enfants, alors déjà, avant 3 ans, c'est déconseillé. Ça aussi, c'est un des facteurs qui peuvent créer des symptômes de TDAH, un enfant qui est exposé aux écrans. Mais il faut pas mettre la faute trop sur les nouvelles technologies. C'est pas ça qui va engendrer un TDAH. Ça va aggraver le TDAH parce que l'enfant ou l'adolescent qui a TDAH va utiliser le téléphone pour pallier à son angoisse due à la procrastination. Je donne un exemple. Un enfant qui doit faire une tâche ou un adolescent qui n'a pas envie de le faire. Il va aller sur son téléphone, il va regarder Instagram, Facebook, TikTok et de fait de faire quelque chose parce que l'enfant a l'impression de faire quelque chose en regardant ces vidéos. Ça le nourrit, donc il fait quelque chose. Bien sûr, nous on sait qu'il ne fait rien, mais lui, ça va améliorer sa propre, son mal-être par rapport à sa procrastination. Donc la procrastination, c'est vraiment un grand sujet pour eux. Donc les nouvelles technologies aident à pallier cette angoisse due à la procrastination. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est un fait. Voilà, donc ça déjà. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il y a autant que de TDAH qu'avant. Par contre, aujourd'hui, on le voit plus, dû à 2 facteurs. Déjà, on fait plus attention à nos enfants. On les écoute plus, on est plus à l'écoute.
voilà. Après, il y a le fait qu'à l'époque, les personnes pouvaient mieux adapter leur vie à leurs conditions. Ils pouvaient choisir un métier qui était peut-être plus adapté. La vie était moins intense, moins difficile, moins dure. Il y avait moins d'agressivité, surtout dans les grandes villes. Et donc, un TDAH pouvait tranquillement choisir son chemin. Il y avait moins de pression. Aujourd'hui, voilà, un TDAH derrière un ordinateur toute la journée, ça va pas le faire. En même temps, il y en a beaucoup comme ça parce qu'ils n'arrivent pas à faire des études supérieures, etc. Donc, ils doivent choisir des métiers qui sont en fait inadaptés à leur cas, mais ils n'ont pas pu accéder à d'autres métiers parce que, le monde moderne veut ça. Donc, voilà. Après, je ne sais pas les nombres parce qu'on ne saura jamais parce qu'avant, il n'y avait pas ce diagnostic. Mais je pense que on doit toujours faire un diagnostic quand on a un doute. Ça vaut toujours le coup. Parce que c'est dommage de passer à côté d'un TDAH parce que c'est à prendre très au sérieux. Est-ce que tu sais comment se fait le diagnostic? Alors, le diagnostic, il y a plusieurs tests. C'est le Wisconsin, comme l'État aux États-Unis, le Wisconsin Card Sorting Test. Donc, le WCST. Vous pouvez trouver sur Internet. Ça, c'est le test neuropsychologique qui était élaboré déjà très tôt, 1948 quand même, qui est utilisé aujourd'hui pour les TDAH. Et ça, c'est un test qui va évaluer la flexibilité mentale, le raisonnement abstrait, et puis sur la formation des concepts de stratégie. Voilà, pour voir dans un certain contexte comment un enfant ou un ado peut résoudre des problèmes. Voilà, donc il y a ce test-là qu'on fait beaucoup aux États-Unis et au Canada, mais ça existe aussi en France. Il faut trouver un psychiatre adapté au TDAH, ils le font certainement. Et puis, il y a un autre test, le test de Connor, simplement. C'est un questionnaire qui donnait au mieux, si on peut, aux enseignants de l'enfant, aux parents. C'est un questionnaire qui peut être raccourci ou on peut prendre aussi le questionnaire qui est très long d'ailleurs, avec des questions précises sur le comportement de l'enfant, sur tout ce qui concerne l'enfant, il y a tout un catalogue de questions. Et puis après une évaluation avec un psychiatre qui va évaluer déjà le résultat du test, mais qui va aussi inviter l'enfant plusieurs fois à plusieurs séances pour parler avec l'enfant. Et puis après, il pose son diagnostic. D'accord. Donc clairement, pour bien comprendre, c'est un problème, un dysfonctionnement ou un problème neurobiologique qu'on pourrait résumer comme une carence dans la sécrétion de certains neurotransmetteurs? Oui, c'est ça. D'accord. Mais la carence n'est pas suffisamment importante pour que ça soit pathologique. Exact. Ça génère juste des troubles. C'est ça. Ça va générer des troubles, mais pas des psychoses ni des névroses. Oui. Voilà. Ça peut, ils peuvent avoir certains TOC. L'enfant TDAH peut avoir certains TOC, mais même pas plus que les autres enfants. Mais là, on va le voir plus parce que l'enfant TDAH est toujours un peu plus expressif, un peu plus fort dans ses réactions. Donc, on va remarquer plus le TOC. Mais il y a aussi, en fait, l'imagerie médicale a montré que il y a quand même une anomalie dans le cortex préfrontal de l'enfant, du cerveau, du TDAH diagnostiqué. Ça, c'est pas utilisé pour faire les diagnostics, mais ça, c'est utilisé pour faire des recherches, en fait, sur le cerveau d'un TDAH. Et le cerveau, en fait, d'un enfant TDAH va mûrir dans un schéma normal, mais va retarder en moyenne de 3 ans dans certaines régions. Pas dans toutes les régions. Donc, un enfant TDAH n'est pas du tout... on n'est pas obligé de réduire, déclasser ou des choses comme ça. Il sera aussi intelligent que les autres, mais justement, ces régions-là qui sont responsables pour les troubles qu'un TDAH va montrer plus tard. Oui, disons que dans certains aspects de sa vie, il grandira avec un petit peu de retard. Oui, c'est une maturation corticale qui se fait avec du retard. Ouais. Voilà. Ok. Et comment ça peut évoluer tout ça en grandissant? Parce qu'on voit qu'il y en a une partie qui reste TDA et une autre où manifestement les troubles s'arrangent. Oui. Alors, c'est vrai que le TDAH est à prendre très au sérieux pour justement éviter une évolution dans le mauvais sens.
parce qu'il y a un grand risque quand même que les choses évoluent mal. Un enfant très jeune TDAH, il va par exemple être très frustré, la frustration, le sentiment qui est réel de différence avec les autres, parfois un isolement social quand il est trop perturbateur, quand il a trop d'hyperactivité physique ou mentale. Donc, il va se sentir différent. Ça va engendrer une tristesse. Ça peut amener à une dépression, même en enfance. Après, on a aussi le problème familial. Même dans la famille, la fratrie peut être délaissée parce que les parents s'occupent plus d'un enfant TDAH. La fratrie peut être énervée aussi par un enfant qui les perturbe tout le temps. Donc, ça, déjà, c'est à prendre en compte. La souffrance d'un enfant TDAH. Parce qu'on voit toujours l'enfant perturbateur, surtout de l'extérieur. On dit, oh là, encore lui, voilà. Mais la souffrance de l'enfant, il est quand même là. Et ça, il faut aussi laisser parler notre cœur et aller avec un cœur ouvert vers ces enfants-là. Et faire la différence entre un enfant mal éduqué, parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui aussi, et un enfant TDAH qui a une bonne éducation, mais qui n'arrive parfois ou souvent pas à contrôler ses émotions. Ça évolue, si c'est pas pris en charge, justement, ça évolue souvent à l'âge d'adulte vers une genre de auto-sabotage, c'est-à-dire de se dire « moi je suis bon à rien de toute façon » et de tout commencer et rien terminer. Dès que quelque chose marche bien, on arrête parce que on compense trop, parce qu'il y a beaucoup de compensation. Ça demande un effort physique, psychologique, mais aussi physique de la part de cette personne-là. Donc, il y a abandon, souvent, de projets, de boulot, des choses comme ça. Et puis, ça peut amener, bien sûr, à l'usage de drogue. D'abord, à l'alcool, après, peut-être marijuana, des choses comme ça. Parce que ça va enlever la culpabilité envers soi-même déjà. Ça va les calmer et puis ça va aussi aider à les inhiber. Parce que souvent, le TDAH, il a l'air d'être très extraverti, mais il est souvent inhibé aussi. Parce qu'il a toujours pris des coups sur la tête quand il était trop expressif. Donc, il va se recroqueviller et puis l'alcool va aider à sortir de là. Donc, là, c'est le danger. Il faut vraiment faire attention à ça, voilà, exposition aux drogues. Et donc toi, tu recommandes quand même de faire diagnostiquer les enfants pour lesquels on peut suspecter ce trouble? Oui, alors ça dépend à quel point c'est perturbateur. Je parle de moi-même, ma fille, elle a 24 ans aujourd'hui, elle a été diagnostiquée TDAH à 21 ans. Quand elle a commencé ses études, elle a montré des petits signes pendant son enfance, mais j'ai rien de grave. Parce que c'était une fille qui était invitée aux anniversaires, elle avait des amis, elle avait des bonnes notes, elle a fait un super bac. Donc, rien de vraiment inquiétant pour une mère. Bien que j'ai vu qu'il y avait des petits trucs, mais j'ai pas voulu voir, j'ai pas voulu aller voilà, j'ai pas voulu regarder et puis voilà. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que moi-même, j'aurais vu des petites choses, ça m'aurait fait un tilt et puis je l'aurais amené chez un psychiatre plus tôt. Bien qu'il n'y avait pas de grandes perturbations, parce que après, à l'âge adulte, là, elle avait 21 ans quand elle a été diagnostiquée. Elle faisait ses études au Canada, heureusement. Et au Canada, il y a une bonne prise en charge. Quand elle a vu sur les réseaux, elle a dit « Ma maman, je suis comme ces personnes-là, ils ont tous le TDAH. Je crois que je vais me faire diagnostiquer quand même. » Donc, elle est allée voir le psychiatre de son université. Il a fait les diagnostics. Et bon, déjà, elle était soulagée parce qu'elle dit « Ah, maintenant, je sais pourquoi je me sentais déjà un peu différente. » Et donc, bon, elle est prise en charge maintenant. Mais c'est vrai que j'aurais souhaité, moi, avoir vu ça avant et voilà, on aurait évité beaucoup de problèmes. Encore un bon prétexte pour se culpabiliser en tant que mère. Oui, bien sûr, on trouve toujours quelque chose. Bien sûr, mais ça, je crois que toutes les mamans sont pareilles et on n'est pas parfaites, mais c'est vrai que la culpabilité, elle est toujours là. Quoi on fait de notre mieux. Oui, on fait de notre mieux, c'est vrai. Pourquoi toi, tu conseilles de faire le diagnostic? Parce que finalement, qu'est-ce que propose la médecine aujourd'hui? Alors, déjà, le diagnostic est important, je pense, pour les parents, pour la fratrie, mais aussi pour l'enfant qui
Parce que poser un diagnostic, ça veut dire, OK, il y a vraiment quelque chose. Tu n'es pas, oui, tu n'es pas différent, on va dire, des autres. Tu es normal, mais tu as un problème de santé. Voilà. Donc, c'est poser un diagnostic, ça soulage toujours. Au début, c'est un peu choquant, mais après, au moins, on sait à quoi on est face, et puis après, il y a des solutions à trouver. Mais avec un diagnostic, on est mis sur les rails, en fait. On est mis sur les rails, on n'est plus en errance, on n'est plus dans le doute, et surtout la personne qui est concernée, en fait. Je pense que ça les soulage énormément. C'était le cas de ma fille. Elle était très soulagée de savoir que, voilà. Et puis aussi, de voir que si c'est pas une excuse, parce que c'est vrai, beaucoup de gens disent oui, mais aujourd'hui, tous les jeunes, ils sortent ça quand ils n'ont pas envie de faire ci ou ça. Ils vont dire, ah, moi j'ai TDAH, je peux pas me forcer à faire des études, à aller travailler. Oui, d'accord, c'est certainement vrai, c'est utilisé parfois. Donc c'est bien d'avoir un diagnostic quand même pour savoir quel est le problème qui est réellement derrière. Oui, ça permet d'objectiver la situation, on va dire. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce que la naturopathie peut nous apporter ? Puisqu'il y a plein de choses à faire en naturopathie. Oui. Donc moi, j'aime bien balayer toujours les 3 techniques majeures, l'alimentation, l'activité physique et tout ce qui est psycho-émotionnel. Et j'imagine qu'en alimentation, il y a plein de choses à faire. Les approches nutritionnelles, oui, il y a plusieurs approches. Je vais en mentionner 3, voire 4. En premier lieu, pour moi, il y a l'alimentation, ce qu'on appelle l'alimentation hypotoxique en naturopathie. Parce que l'alimentation chez les enfants en général, mais chez les TDAH spécifiquement, et ça inclut les autistes aussi, c'est difficile de faire l'alimentation idéale naturopathique pour un enfant. Ça serait un peu compliqué pour la mère et pour l'enfant aussi. Et la vie est déjà assez compliquée comme ça pour eux. Donc moi, je préconise un programme qui est adapté à chaque enfant et à la vie moderne, on va dire. Après, maintenant, il y a 3 approches qui sont des approches un peu officielles. Et il y a une médecin qui s'appelle Natasha Campbell-McBride. Elle est d'origine russe et elle exerce en Angleterre. Et elle préconise le GAPS. Donc, c'est le Gut and Psychology Syndrome. Donc, ça veut dire, c'est l'axe cerveau-intestin qui est visé avec cette diète qu'elle préconise. Après, il y a la diète de Dr. Catherine Kosmin, qui est une doctoresse suisse, il y a une association d'ailleurs en France, Kosmin, et en Suisse aussi. Donc, c'est une alimentation aussi spécifique, je vais en parler en détail après. Et puis, la diète Herta Affer, qui était une pharmacienne allemande, qui avait trouvé que c'est les phosphates qui sont responsables pour une hyperactivité chez les enfants. Ce qui vient quand même nous confirmer que c'est des troubles qui existent depuis longtemps et qui sont connus depuis longtemps. Voilà, absolument. Donc le GAPS de Natasha Campbell-McBride, elle vise beaucoup la partie microbiote. Donc elle dit pour s'occuper du microbiote, il faut absolument adapter un régime adapté. Donc elle coupe le sucre, mais toutes sortes de sucres. Ça veut dire aussi les carbohydrates. Donc le pain, le riz, les pâtes, tout ça. Alors ça, pour un enfant, moi je ne saurais pas faire. Ouais, compliqué. C'est compliqué. Après, tout ce qui est aussi lentilles, haricots rouges, etc. Tout ce qui est légumineuse. Voilà, toutes les céréales, donc je l'ai déjà dit. Et puis le lactose. Elle permet 5 grammes de beurre par jour, mais pas plus. Donc tout ce qui est laitage. On se demande qu'est-ce qui reste. Alors il reste des aliments lactofermentés, qui sont un peu acides, qui sont bons pour les adultes, mais les enfants, ils n'aiment pas ça. Donc, compliqué. Le miel cru, elle préconise quand même, parce que dans le miel, il y a des substances pour le microbiote et pour le système immunitaire. Tous les fruits et légumes qui n'ont pas d'amidon. Et puis, tout ce qui est bouillon de viande, bouillon d'os, des choses comme ça, riche en acides aminés, voilà, très bon pour le microbiote. Mais aussi, donner du bouillon à un enfant, en gros, il peut manger des soupes avec des légumes dedans et un bouillon de viande. Et les oméga-3, bien sûr. Mais ça, c'est propre aux 3 régimes, les oméga-3. Après, voilà, très difficile à mettre en place, mais très efficace quand c'est possible de le mettre en place. Après, il y a la méthode Dr. Catherine Kosmin. Donc là, on va éviter le sucre blanc.
elle préconise quand même des féculents complètes, pâtes complètes, riz complète, pain complet. Du beurre et d'autres graisses animales sont à éviter. La viande rouge aussi, la charcuterie, le chocolat est à bannir pour un enfant difficile. Et les gâteaux aussi. Bon, les gâteaux industriels. Après, elle favorise les oméga 3, donc ça c'est comme le GAPS. Les céréales complètes, complètement à l'opposé du GAPS. Les fruits et légumes des saisons et les oléagineux. Voilà, donc ça c'est Catherine Kousmine. Il y a des médecins Kousmine qui travaillent avec ce régime sur des patients qui ont des maladies auto-immunes et cancers, qui ont des très bons résultats. Mais je trouve que c'est difficile à mettre en place pour un enfant TDAH. Mais j'en parle quand même, parce que comme ça, on revient après au régime naturopathique et ça va sembler très très facile. Oui, c'est ça. Oui, puis on peut du moins essayer de tendre vers cette alimentation sans être à 100%. Exact, voilà. Bon, après, la diète Herta à faire. Ça, c'est intéressant parce que elle met en cause des phosphates. Donc, les phosphates se trouvent surtout dans beaucoup d'aliments industriels. Et puis, dans des fruits et légumes aussi. Il y a une liste d'aliments sur Internet qui est faite sur les phosphates. Alors, pour savoir si un enfant a une intolérance aux phosphates, c'est très facile. On fait 5 jours un régime sans phosphate. 5 jours, c'est pas très long, mais en 5 jours, si l'enfant est amélioré, il retrouve un sommeil, il retrouve une activité normale et les symptômes du TDAH en fait disparaissent, bah là on peut dire ok, les responsables ce sont les phosphates. L'enfant n'a pas d'autre problème que les phosphates. Donc c'est quand même intéressant à le faire. Et puis pour ces enfants, alors si vous trouvez que ces enfants sont améliorés avec un régime sans phosphate, mais ils sont invités à un anniversaire par exemple, il y a un remède d'urgence, on va dire. Le remède d'urgence, c'est on leur donne des minéraux. Donc là, dans ce cas-là, ça serait un peu de sels minéraux dilués, comme on peut donner aux sportifs, à cet enfant-là, parce qu'il a mangé trop de sucre, il est trop excité, hyperactivité, alors tout de suite des minéraux. Et puis, ou on peut faire une petite quantité de vinaigre de vin, une cuillère à café, dans de l'eau, et cet enfant va tout de suite se calmer. D'ailleurs, pour les adultes, c'est vrai aussi. Surtout pas de vinaigre de cidre, parce que l'acide malique va favoriser encore cette hyperactivité. Donc, c'est vraiment le seul vinaigre adapté à ces enfants-là ou à ces adultes-là, c'est le vinaigre de vin. Voilà, donc ça, c'est une idée. Et après, à mettre en place un régime sans phosphate, mais toujours non restrictif, parce que c'est un enfant. Et quand tu parlais des minéraux, tu peux, dans ces cas-là, on pourrait donner une dose de plasma marin ? Oui. Par exemple, chez nous, chez Parinat, on a un produit qui s'appelle l'Abcatalyse. Bon, ce sont des gélules, mais on peut les ouvrir, c'est une poudre. C'est pareil, c'est la chair d'huître, c'est l'eau de mer lyophilisée. Donc ça marche aussi. Mais un sérum de Quinton, bien sûr. Bon, le goût est salé, mais si l'enfant ensuite est calmé, c'est quand même top. Ouais. Voilà, donc après tous ces régimes restrictifs qui sont très difficiles à mettre en place déjà pour les adultes, mais pour un enfant de TDAH encore plus, là, on va sur le régime en fait hypotoxique naturopathique, tout simplement, où on va avoir les aliments à éviter, ça serait bien sûr le sucre raffiné. Ça reste un peu compliqué quand il y a des anniversaires, des choses comme ça, mais bon. Les céréales raffinées, tout ce qui est aussi riche en gluten, c'est-à-dire le pain industriel qu'on peut acheter dans le supermarché. Une baguette au levain, ça peut passer, il faut voir avec l'enfant. Les laitages de vache, bon, mais tout ce qui est brebis, chèvre, ça passe. Tout ce qui est industriel, tous les plats préparés, mais le grand public le sait maintenant que de toute façon c'est trop chargé c'est pas bon. En additifs, charcuterie aussi, les nitrites c'est très très nocif. Et on va favoriser les fruits et légumes crus et de saison bio, crus et cuits. Les oléagineux, beaucoup d'oléagineux, ça tous les noix, les noisettes, les cachous, les amandes, tout ça. Les légumineuses et puis les super aliments. On peut rajouter les super aliments qui sont très nutritifs et souvent bons au goût. Par exemple, les baies de goji, le matcha dans une compote, des choses comme ça. Le matcha est à la mode. En plus, il y a des gâteaux à base de matcha. Le germe de blé. Le germe de blé, vraiment ça, c'est un super aliment aussi.
Et puis, tout ce qui est algues, pollen, voilà. Il faut voir avec l'enfant qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il aime bien. Et Oui, puis, ce qui passe. Voilà. Le germe de blé, c'est sous forme d'huile? Non, germe de blé, en fait, c'est sous forme de soit paillettes ou de poudre. Moi, je préfère la poudre. Faut la garder au frigo parce qu'il a quand même des graisses dedans qui peuvent s'oxyder avec le temps. Donc, faut pas le chauffer. Ça se trouve même en grande surface, les paillettes de germe de blé. Il n'y a pas de gluten dans le germe de blé, ce sont que les germes. Mais avec les paillettes, on a encore une petite partie fibre avec. La poudre, c'est que vraiment le germe lui-même. D'accord. Oui, le microbiote joue bien sûr un rôle majeur dans le TDAH. On le sait de plus en plus. D'ailleurs, Natasha Campbell-McBride, avec son GAPS, avait reconnu aussi très tôt. Elle a aussi sorti une gamme de probiotiques qu'elle vend en Angleterre. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul sur les probiotiques, on s'est rendu compte que c'est pas forcément une bonne solution parce que une surcharge en germes vivantes qu'on va rajouter sur un microbiote qui est déjà peut-être un peu déstabilisé, on va créer des toxines au niveau intestinal qui peuvent créer une neuroinflammation. Donc, on va aggraver quelqu'un avec des probiotiques. Mieux adaptés, ce sont des souches de bactéries qui sont utilisées de façon thermostabilisée, donc non vivantes, qui ont quand même un impact sur la santé digestive, sur le microbiote et la paroi donc la muqueuse de l'intestin. Et donc, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années sur 80 enfants entre 6 et 16 ans. Elle est accessible sur Internet, cette étude, qui ont été diagnostiqués TDAH et qui prenaient déjà un médicament. Donc, ils ont continué leur médicament. C'est l'atomoxétine. Et en parallèle, on leur a donné le Lactobacillus acidophilus LB, la souche qu'on utilise aussi, nous, dans nos produits. Mais c'est une souche qui est thermostabilisée, donc non vivante. Après 12 semaines de supplémentation, le groupe témoin, en fait, il y avait un groupe placebo et un groupe qui prenait réellement la souche. On avait une augmentation de la concentration de la part de ces enfants qui ont pris la souche, une réduction de l'hyperactivité, donc l'amélioration de la paroi de l'intestin, plus une amélioration du microbiote indirect par un postbiotique, ça va améliorer un enfant TDAH. Donc, c'est primordial et très important. Il est important de savoir aussi, un mauvais microbiote ne va pas engendrer un TDAH. Mais un intestin inflammé, hyperperméable, avec ou sans une dysbiose, donc un déséquilibre au niveau du microbiote, va engendrer certains problèmes au niveau du cerveau parce qu'on connaît maintenant cette connexion cerveau-intestin et peut causer même une neuroinflammation. Donc, on doit s'occuper du microbiote, d'ailleurs tout le monde, pas que les enfants, mais surtout de la muqueuse intestinale. Donc, cette étude a encore montré l'importance de ça. Et là, dans ces cas-là, ça serait une cure à faire tous les ans, par exemple? Oui, on peut faire plusieurs cures par an. Avec la souche qu'on utilise, nous, dans nos produits, on peut faire 4 fois par an une cure d'un mois. On peut aussi le prendre en continu. Il y a des personnes qui le font. Mais à ce moment-là, par exemple, on prend qu'une gélule au lieu de 2 ou 3 par jour ou une gélule tous les 2 à 3 jours. C'est une question après de voir comment on réagit et de quoi on a réellement besoin pour ne pas prendre quelque chose tout le temps. La supplémentation, en fait, va être axée sur l'apport en nutrition, des micronutritions, parce que un enfant TDAH va pas forcément se nourrir très bien, parce qu'il va toujours vouloir manger des aliments confort, craquants comme des chips, gras, salés, sucrés, voilà. Satisfaction instantanée, très important pour un enfant TDAH. Il y a la compensation émotionnelle. Exactement. Donc là, on va peut-être quand même complémenter en certains micronutriments qui vont manquer. Donc ça serait les vitamines, surtout les vitamines B, un complexe de vitamine B, la vitamine C pour avoir un apport en antioxydant. C'est l'antioxydant le plus simple et qui est souvent carencé. Des minéraux qui sont les plus importants, c'est le zinc, le fer et le magnésium. Le magnésium, on peut le prendre sans faire un taux de magnésium.
Mais pour le zinc et le fer, il faut quand même faire une prise de sang pour voir s'il y a réellement une carence. Sinon, il faut pas en donner. Les oméga 3, plus. Là, il faut vraiment supplémenter. Et on peut supplémenter avec des capsules de poisson, de l'huile de poisson. Toujours prendre une qualité qui a été testée pour métaux lourds, etc. Et puis, les acides aminés, c'est-à-dire les petits Legos qui constituent nos protéines. Les plus importants, c'est la L-tyrosine, la L-tryptophane et la L-théanine. Alors, ça, on peut le trouver dans des aliments, surtout dans de la viande. Mais comme les TDAH ont souvent une aversion pour un aliment ou un autre, ça peut être une aversion contre la viande. Souvent, c'est le cas d'ailleurs. Donc, il faut supplémenter ponctuellement avec ces acides aminés. Est-ce qu'il y a un lien avec une possible carence en fer ? Oui, ils ont trouvé que la carence en fer peut aggraver un TDAH. Alors, déjà, la carence en fer de la maman pendant la grossesse, fer et B9. Et ensuite, la carence en fer, elle est fréquente chez les enfants TDAH et va aggraver en fait les symptômes. Donc, il faut supplémenter en fer. Ouais, il faut trouver un fer qui ne fait pas mal au ventre. Exactement. Mais ça existe sur le marché des compléments alimentaires. Chez nous, on a un fer qui est très, très bien digéré. Et puis, plus, il est comprimé à croquer. Donc, c'est facile pour les enfants de le prendre. Et il est combiné avec le B9. Mais toujours faire une prise de sang en amont pour vérifier. Absolument, ouais, c'est très important. Après, on peut donner une combinaison, par exemple, de la L-théanine, qui est un extrait du thé vert, et la bacopa. La bacopa, c'est une plante qui est connue pour ses vertus anti-inflammatoires, qui va en fait réduire la production des cytokines au niveau des inflammations cérébrales, des neuroinflammations. Et le bacopa va aussi augmenter les niveaux d'acétylcholine. Donc, ça va améliorer l'apprentissage et la mémoire et toutes les fonctions cognitives importantes pour ces enfants-là. Le bacopa va aussi aider aux neurones de se ramifier. Donc, on va améliorer la mémoire et l'apprentissage. Et ça, c'est vrai aussi pour les personnes âgées, parce que le bacopa, en général, est utilisé beaucoup par les personnes âgées pour améliorer leur mémoire. Mais pour les enfants TDAH, le bacopa est vraiment adapté. Ça va aider aussi à contrôler cette anxiété liée à l'hyperactivité et à la procrastination parce que on va élever le niveau de sérotonine, j'en ai parlé tout à l'heure, et du GABA. Donc, ça va calmer un peu l'esprit trop actif. Parce que on dit toujours, c'est un trouble déficit d'attention. Mais souvent maintenant, on dit plutôt, c'est un trouble de trop d'attention. Parce que le TDAH est beaucoup plus sensible à ce qui se passe dans la pièce. Il va beaucoup plus ressentir toutes les émotions et les états d'âme des gens autour, sans pour autant être médium, mais ça se voit quand même. Et un TDAH va le voir plus que les autres personnes. Il va être influencé dans son psycho-émotionnel par ça. Et il va avoir 30 000 choses à gérer en même temps dans son cerveau. Ouais, c'est une forme de surcharge. Forme de surcharge. Et c'est ça aussi qui les empêche à dormir le soir, parce qu'ils vont être fatigués, ils vont s'allonger et voilà, le petit vélo dans la tête. Et parfois, et souvent, sur les choses qui sont pas importantes, mais ils n'arrivent pas à arrêter le vélo. Donc ça, c'est très bien de combiner le bacopa avec la L-théanine. Et nous, on l'a combiné dans un de nos produits qui s'appelle le Monsium avec les postbiotiques, donc le produit qui est adapté à améliorer l'axe cerveau-intestin. Voilà. Après, il y a aussi un produit qui est super efficace. Il y a une étude qui a été faite là-dessus par un groupe qui s'appelle Sans Ritaline. Ce sont des parents, c'est en Bulgarie, ce sont des parents qui se sont intéressés aux alternatives à la Ritaline. Donc, les alternatives naturelles à la Ritaline. Donc, c'est le pycnogénol en fait. Et le pycnogénol, c'est l'extrait d'écorce de pin maritime des Landes. Nous, on l'a dans un produit qui s'appelle le French OPC chez nous. Donc, c'est quelque chose qui va agir comme un régulateur sur les neurotransmetteurs, sans en privilégier un par rapport à un autre. Donc ça, c'est très bien pour les enfants surtout. Après, ça va réguler un enzyme qui va maîtriser la dopamine et norépinéphrine, donc produite par les neurotransmetteurs. Donc, on va améliorer les fonctions de des fonctions cognitives en fait. Et après, on va améliorer le transport des nutriments parce qu'on améliore la microcirculation dans la microcirculation du cerveau.
Et comme un enfant TDAH a besoin d'oméga 3, mais les oméga 3 s'oxydent très rapidement, même au sein de notre organisme, et s'il y a des problèmes métaboliques, cette substance-là va aider aux oméga 3 de passer la barrière hémato-encéphalique, donc la barrière du sang jusqu'au cerveau, mais aussi éviter l'oxydation des oméga 3. Parce qu'une fois oxydés, les oméga 3 deviennent neurotoxiques. Voilà, donc ça, c'est très adapté. Et je sais qu'au Canada, parce que ma fille est concernée, le psychiatre qui était là-bas lui dit, si tu veux une alternative aux médicaments, si tu veux tester ça, parce qu'elle a quand même parlé de sa maman qui est naturopathe en France, il a tout de suite été positivement surpris. Il a dit, oui, on a une alternative, tu peux essayer. Tu prends l'écorce de pin maritime des Landes, donc le pycnogénol, avec de la L-théanine en parallèle et éventuellement la L-tyrosine. Ce sont des substances qu'on trouve très facilement partout, au magasin bio, chez des labos, chez nous aussi. Et donc, elle a fait cette combinaison et en fait, le pycnogénol va travailler sur la partie hyperactivité, va calmer ce côté-là, ne va pas travailler sur la partie concentration. Mais la L-théanine va travailler le côté concentration. Donc, on a 2 facteurs qui sont améliorés avec la combinaison de ces 2 produits. Donc, ça serait vraiment la base pour moi, de donner de la L-théanine combinée avec l'extrait d'écorce de pin maritime des Landes, plus les oméga 3. Pour moi, c'est la base. Après, on peut rajouter du magnésium, voilà, le zinc, le fer, si nécessaire. Les vitamines B, si l'enfant a une alimentation qui n'est pas très forte en féculents complètes, le riz complet, pain complet, etc. Ou riche en vitamine B, en fait. Et ça, tu le donnes à partir de quel âge? Le pycnogénol, donc le French OPC ou l'écorce pin maritime des Landes, on peut donner, le dosage était 1 mg par kilogramme de poids sur un enfant. Donc, une capsule, par exemple, avec 40 mg sur un enfant qui pèse 20 kg, bon, on donne la moitié. D'accord. On peut ouvrir les gélules chez nous. Après, ça existe pas sous forme de poudre ailleurs, mais des comprimés. Après, à voir comment on fait. Et puis, à partir de 6 ans, peu importe le poids, on peut donner 40 mg de cette substance-là. Et il n'y a pas de effet secondaire, il n'y a pas de contre-indication. Donc finalement, dès lors que ça devient problématique et diagnostiqué, c'est une alternative qui est envisageable. Oui, tout à fait. Ouais. À chaque moment de voir s'il y a des carences déjà. Ouais. Et puis après, essayer ces protocoles-là. Après, il y a des petits objets qui sont rigolos aussi. J'aime bien en parler parce que bon, ça marche un moment. Il y a les minutaires visuels, par exemple. Vous trouvez ça sur Internet. Il y a des sites qui parlent de TDAH et des objets connectés à ça. Donc, les minutaires visuels visualisent les minutes qui passent sur une petite horloge. Comme c'est pas intégré, il n'y a pas d'horloge interne chez un enfant TDAH, il va voir de loin déjà le rouge qui se diminue. Et on peut dire, quand il n'y a plus de rouge, il faut que tu sois prêt. Donc, ça, c'est par exemple, c'est très parlant pour un enfant TDAH et très tôt, ils peuvent le faire. Et en plus, c'est un peu rigolo aussi. Après, il y a le réveil Clocky. C'est un réveil, en fait, quand il se met en marche, il fait beaucoup de bruit et il saute. Il y a des roues qui se mettent en marche et si on a une chambre avec un parquet, bon, il saute par terre et puis il se promène et puis il fait beaucoup de bruit. Mais ça, c'est rigolo de matin et après, c'est rigolo. Après, ça agace toute la famille. Ouais. Après, il y a la petite bague hérisson. C'est une bague qui ne fait pas mal. C'est une spirale sous forme de bague et qu'on peut mettre sur le doigt et on le bouge un peu sur le doigt, fait des allers-retours. Ça aide à l'enfant TDAH de se concentrer. Quand il sent que ses pensées vont ailleurs pendant les cours, il peut bouger un peu sa bague, ça aide. Pour les problèmes de sommeil, il y a des couvertures lestées, ça marche très bien aussi. Essayez peut-être au début, avant d'acheter une couverture lestée exprès, avec des poids pas trop lourds bien sûr, ou beaucoup de couvertures, voilà. Donc ou prendre des petits coussins et les remplir avec du riz par exemple. Et voir si ça calme l'enfant. Ça a fait beaucoup de succès dans les pays nordiques sur les enfants qui tenaient pas en place à l'école. On leur mettait des gilets en fait qui les lestaient un peu, pas trop lourds bien sûr, mais ce poids sur les épaules ou sur la poitrine, sur le ventre, sur les jambes, ça peut les améliorer. Et puis il y a le coussin siège aussi pour un peu réduire cette envie de bouger. Ce sont des petits picots en caoutchouc qu'on peut mettre sous forme de coussin sur une chaise.
Ça ne fait pas mal du tout, hein. Mais ça fait une stimulation, en fait, à ce niveau-là, qui peut les aider aussi à moins bouger physiquement. Et un petit peu dans cette lignée, est-ce que tu aurais des petites techniques de relaxation, des petites choses comme ça qui leur permettraient de se concentrer ou de s'apaiser Oui, il y a toujours l'auto-massage, par exemple, tout simplement sans viser des points spécifiques, parce que c'est toujours un peu pénible de faire ça selon un protocole, de se masser les mains, de se masser les doigts, de se pincer le genou, de se pincer le bras. Il y a la petite idée de l'élastique aussi, qui est très populaire aux États-Unis. Un petit élastique autour du poignet qu'on fait claquer. Quand on sent que l'anxiété monte ou voilà. Et on peut s'entraîner, on met une jolie pensée là-dessus. Donc, chaque fois on fait claquer, on a des pensées positives, les émotions positives qu'on a associées au claquement de... D'accord. Voilà. Après, la sophrologie, accompagnée par une sophrologue, la cohérence cardiaque, cette respiration, on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. Et on fait ça pendant 3 minutes, 2 fois par jour, par exemple, si c'est possible pour l'enfant. Hein. Voilà, des choses comme ça. Et puis peut-être aussi écouter certaines fréquences. Ça se trouve, j'ai oublié la fréquence, je crois que c'est 256 hertziennes. On trouve sur Spotify même ou sur YouTube, écouter la musique avec cette fréquence-là. Il y a même des musiques populaires, des années disco, par exemple, qui ont cette fréquence-là. Ça aussi, ça calme le mental. Et en termes d'activité physique, est-ce qu'il y a des sports qui seraient un petit peu plus indiqués que d'autres ? Ça dépend de l'enfant, en fait. S'il est très perturbateur, il dérange les autres, il faut éviter les sports... les sports collectifs. Oui, parce que ça va aggraver son isolation sociale, sa frustration, voilà. Donc, vaut mieux éviter. Après, c'est ce qui a le mieux quand même, parce que dans le sport, il se défoule, tout le monde est pareil, tout le monde, voilà, il n'y a pas à tenir calme, tranquille, donc il peut se défouler, ça peut même être positif, parce que ça s'avère peut-être que c'est un super footballeur et il va faire une carrière. Mais voilà, donc ça, oui, mais ça dépend de l'enfant. Après, ils ont trouvé que le golf, qui quand même reste un sport, bon maintenant après ça dépend où on habite, mais à côté de chez moi il y a un golf qui n'est pas cher du tout, c'est accessible à tout le monde. Il y a même des lycées qui proposent le golf pour débutants, pour les enfants. Et on trouvait le golf, c'est pas mal pour ces enfants-là, parce que on est un peu en groupe quand on apprend le golf, mais on est quand même face à soi-même, on joue contre soi-même. Donc, la frustration est que contre soi-même, contre la balle, ou le club, ou le prof. Mais voilà, ça, ils ont trouvé que le TDAH est amélioré par le golf. C'est intéressant, ouais, c'est un bon équilibre. Et puis, en plus, t'es dehors, t'es dans la nature. Ouais. Et... Ouais, c'est la natation aussi. La natation, forcément, en contact avec l'eau. Après, la course à pied, mais bon, on peut pas envoyer un enfant faire du jogging tout le temps non plus. Tous les matins avant d'aller à l'école. Oui, en fait, ils le font déjà, parce qu'ils sont toujours en retard, alors ils courent tout le temps. Voilà. Ils trouvent même la solution. Qu'est-ce qu'on peut légitimement attendre de toutes ces règles qu'on aurait mis en place, de cette supplémentation et cette bonne alimentation, ces techniques de relaxation et d'une bonne hygiène de vie de façon générale, en fait. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment trier et voir qu'est-ce qui est dans la possibilité de l'enfant. Parce que très honnêtement, on peut pas tout faire. On peut pas avoir une bonne hygiène de vie alimentaire, être vraiment sur le point sur les compléments alimentaires tout le temps, le sport, voilà, toutes les bonnes habitudes. Je crois que personne au monde est parfait, peut tout le temps faire ça. Et surtout pas un enfant TDAH. Et puis généralement, les parents aussi, ils ont une vie aussi, donc on peut pas tout le temps être derrière. Et la fratrie a besoin aussi d'attention. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre ? Si on est parfait, on fait tout parfaitement, beaucoup de choses, même éliminer la prise de médicaments dans beaucoup de cas. Mais après, il faut lâcher prise là-dessus et voir qu'est-ce qui est le plus important pour cet enfant-là. Je donne un exemple pour ma fille. C'était l'hygiène alimentaire qu'elle avait déjà, mais bon, c'est moins important, en fait, on a trouvé. Pour elle, ce qui était important, c'était le sommeil.
de pouvoir dormir et ne pas se réveiller dans la nuit. Donc, on a fait une cure avec de la mélatonine suite à la prescription d'un médecin quand même. C'est pas moi qui fais son programme en plus parce que la maman est très... je peux faire quelques petits trucs, mais je l'ai envoyée chez les thérapeutes quand même, ma fille. On a eu beaucoup de succès avec la méthode Tomatis, qui est une méthode psycho-émotionnelle qui passe par les oreilles. À Paris, il y a une femme qui fait ça très bien. Elle est orthophoniste en plus, donc elle a beaucoup d'expérience avec les enfants. Donc ça a du succès, mais c'est pas du 100%. Hein. Et puis voilà. Après, donc le sommeil chez ma fille, ça c'était très très important, et l'écoute de certaines musiques. Parce qu'elle est jeune, elle écoute les musiques selon nous, il ne faut pas écouter. Elle aime bien ça. Mais régulièrement, quand elle se met à écouter ces musiques-là, ça va mieux. Ça inclut aussi la musique classique de Mozart, parce que Mozart, la musique de Mozart, on sait que c'est un antidépresseur naturel. Les fréquences sont parfaites pour ça. Voilà, donc ça et sa créativité. Parce qu'avant, elle faisait des études non adaptées. Elle a tout arrêté. Maintenant, elle penche vers plus de création. Et ça a changé sa vie aussi. Voilà, elle se trouve beaucoup mieux. Donc, puis elle est supplémentée quand même avec ce que j'ai mentionné avant. Ça, et puis ponctuellement, oui, elle prend un médicament parce que elle me dit, je ne peux pas faire autrement pour réviser, pour mes examens, pour présenter mon projet en fin d'année et tout ça. Mais c'est ponctuel, c'est sur quelques jours seulement. Parce que ce sont des médicaments qui agissent quand même comme un antidépresseur sur le long terme, mais qui agissent ponctuellement pendant tant d'heures. Donc elle, pendant 8 heures, elle est complètement libre de toute pensée, Parasite, exact. Et ils ont beaucoup de pensées parasites. Elle est libérée de ça. Elle arrive à ne pas procrastiner, donc à faire ce qu'elle a à faire, à se concentrer, à mieux s'exprimer aussi. Son élocution devient beaucoup plus adulte, beaucoup mieux. Donc, voilà, tout ça s'est amélioré pendant 8 heures. Et parfois, elle en a besoin parce qu'elle dit, sinon, j'ai peur de rater mes études. Oui, il faut arriver en fait à créer son propre chemin en fonction de ce qui nous correspond et de ses propres besoins, quoi. Oui. C'est vraiment un parcours individuel, quoi. Il y a des choses de base à éviter quand on a TDAH. Certains aliments, comme je disais, certains comportements, veiller beaucoup aux addictions. Et puis les aimer beaucoup aussi. Hein. Oui, toujours. Voilà. Et leur faire comprendre que, voilà, ils sont ni différents des autres. Ils sont différents peut-être, mais ils sont normaux quand même. Et qu'on les aime quand même, quoi qu'il arrive. Ben, bien sûr. Oui. Et qu'ils ont leur place dans ce monde. Parce qu'ils sont super. Alors, les côtés positifs, c'est qu'ils sont super créatifs. Il faut juste les aider à canaliser la créativité. Quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent, généralement. Ils savent faire. Ils trouvent des solutions, souvent à leur procrastination, parce qu'ils vont faire les choses dernière minute. Et là, ils sont obligés de trouver des solutions alternatives assez ingénieuses. Donc, ça, c'est génial. Ils sont très sensibles. Donc, voilà. Dans une équipe, généralement, ça se passe bien au travail parce que pour eux, ça se passe un peu moins bien parce qu'ils souffrent un peu, mais les hypersensibles, c'est quand même des gens sympas, mais il faut juste faire attention qu'ils ne se font pas marcher dessus. Oui. Mais ils marcheront jamais sur les autres. Voilà, donc c'est très agréable d'être avec eux aussi. Voilà, il y a plein d'avantages. Et puis on rigole bien avec eux quand même, parce qu'ils ont aussi parfois, quand ils sont adultes en tout cas, ils ont un certain regard sur leur comportement qui est un peu dérisoire, donc c'est bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, merci encore de m'avoir donné la possibilité de parler de tout ça. Je vous souhaite bon courage à toutes les personnes qui sont concernées, aux parents, aux frères et sœurs, et puis à la personne lui-même. C'est un chemin et c'est pour la vie. Hein, voilà. Sauf si vous trouvez vraiment, vraiment le partenaire qui convient et le boulot qui convient. Et ça, c'est pas une impossibilité. Voilà, donc ça, c'est à nous, les parents, de les aider dans ce chemin-là. Merci beaucoup pour tes partages. De rien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin,
je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!